Bonjour, bonjour et bienvenue. Ravi de vous voir si nombreuses et si nombreux déjà sur ce webinaire. Déjà plus de 50 personnes. Lila, merci pour la musique, ça donne beaucoup d'énergie le matin. Aujourd'hui, nous partons à la découverte d'un programme d'innovation sociale mené par la Fondation Entreprendre et nous pourrons ainsi explorer le lien entre approche systémique et la force d'un collectif. Ce webinaire est le septième d'un cycle qui s'inscrit dans le cadre de l'initiative Racine. Je crois que beaucoup d'entre vous ont déjà participé à des événements ou à des webinaires de Racine, donc vous savez à peu près ce que c'est, mais en quelques mots, l'initiative Racine est une initiative collective portée par un groupe d'acteurs d'horizons complémentaires ayant pour dénominateur commun la volonté de faire évoluer leurs propres pratiques, de même que celles du secteur de l'innovation sociale sur la question du financement du changement systémique. Aujourd'hui, Racine est portée par Ashoka, la Fondation de France, la Fondation Bettencourt-Schuller, la Fondation Entreprendre, le Fonds de dotation Entreprendre et plus, l'ESSEC et Ticket for Change. Et demain, nous espérons accueillir trois nouvelles organisations philanthropiques qui nous permettront d'enrichir nos réflexions et aussi nos actions. Aujourd'hui, avec moi pour co-animer ce webinaire, Sarah. Sarah qui animera notamment la prochaine session et qui coordonne l'initiative Racine depuis 3 ans et qui vient d'Ashoka. Sans plus attendre, eh bien, Sarah, je te laisse la main. Merci Jean-Baptiste. Bonjour à toutes et à tous. Ravie de vous retrouver ce matin. Je vais partager mon écran. Voilà. Juste pour vous dire quelques mots, avant de démarrer, quelques mots sur l'état d'esprit de notre matinée. Rappeler en fait quelque chose qui nous tient à cœur du côté de Racine. On vous présente ce matin en fait des acteurs qui ont fait un effort de formalisation et de conscientisation de leur démarche pour nourrir une conversation apprenante. Mais c'est important de préciser que ce sont des acteurs qui, comme nous tous et nous toutes, sont en chemin. Donc on n'est pas du tout dans une logique de parole d'expert, de parole descendante. Il n'y a pas de vérité absolue derrière ce qui sera partagé. Voilà, c'est un chemin, une façon de faire, une façon d'avoir euh, imaginer ce que c'est que l'approche systémique et comment on peut la mettre au service de questions sociales et environnementales. Et donc voilà, vous allez découvrir ici deux acteurs qu'on va présenter très, très brièvement juste après. Euh, et une façon de penser l'approche systémique à travers le collectif. Comment va se dérouler ce webinaire donc, on va avoir d'échange et de discussion et surtout de présentation autour de cette démarche qui s'appelle la réponse collective, qui va durer une trentaine de minutes. Et ensuite, on va s'atteler à prendre l'ensemble de vos questions et de vos remarques. Donc, n'hésitez pas dès le début de la présentation à partager toutes vos questions. Normalement, il y a un petit outil qui s'affiche qui s'appelle QNR, questions et réponses. Vous pouvez inscrire toutes vos questions à cet endroit-là et on les prendra une à une avec Jean-Baptiste dans la deuxième partie du webinaire. Et on aimerait également prendre l'occasion de ce webinaire pour conclure et vous présenter l'actualité de Racine. On est en train de travailler sur un très gros projet. Je dévoile rien tout de suite, mais pour ceux qui ont l'occasion de rester jusqu'à la fin, petit teasing, voilà, on vous présentera quelle va être l'actualité des prochains mois pour nous. Sans plus attendre, donc je vais démarrer la présentation. Je voudrais juste avant de vous présenter Laure et Eric, je voudrais juste, si j'y arrive, voilà, vous partager les résultats du petit sondage auquel vous avez participé en arrivant, parce que c'est intéressant pour connaître qui est qui. Donc, vous êtes quasiment 70% à avoir répondu ce matin. Sur le type d'organisation que vous représentez ce matin, 43% de fondations, 38% d'associations,
16% d'entreprises privées, 5% de structures d'accompagnement et 8% de autres, donc peut-être de personnes individuelles, de consultants. Est-ce que vous avez déjà pu participer à un précédent webinaire de Racine? Pour 35% pour 40% d'entre vous, oui, dont 35 au moins un, et 60%, vous nous découvrez pour la première fois. Sur votre niveau de familiarité avec la notion de changement systémique ou d'approche systémique du changement, vous êtes une très grande majorité à être plutôt familier, donc quasiment 55%, et 35% peu familiers, 8% d'entre vous très familiers. Et donc, la réponse collective, la démarche sur laquelle on va se concentrer aujourd'hui, c'est une découverte pour la majorité d'entre vous. Eric, celle-là, elle est pour toi. Donc, 81% des personnes qui ont répondu découvrent l'initiative de réponse collective. Voilà. Donc, sans plus attendre, on va ouvrir les caméras donc, de Laure Lignon, qui est directrice générale de la Fondation Terre et Fils, et d'Éric Dangenière, qui est directeur des programmes avec un S de la Fondation Entreprendre, qui vont donc animer avec nous cette matinée et présenter cette démarche. Je ne sais pas si les caméras sont allumées. Est-ce que quelqu'un peut juste me confirmer? Comme je partage l'écran, je ne vois pas. Oui, C'est bon, je te confirme que c'est super. allumé. Bienvenue Laure, bienvenue Eric. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin, de nous rejoindre pour présenter cette initiative et expliquer et creuser ensemble en quoi est-ce que l'approche systémique irrigue en fait ce travail, cette démarche que vous avez initiée ensemble. Démarrer, justement, puisqu'on a vu que la grande majorité des personnes ici qui participent ne connaissent pas cette démarche. Eric, est-ce que tu peux peut-être démarrer en présentant succinctement la réponse collective que vous portez donc, depuis 2021 à peu près à la Fondation Entreprendre, voilà, en revenant sur votre volonté initiale, comment est-ce que vous définissez cette démarche, qui sont les acteurs qui en font partie, comment est-ce que vous l'avez structuré euh, et les programmes en fait qui émanent de cette démarche-là. Je te laisse Écoute, le... pas mal de questions, Sarah. Je vais essayer de répondre à tout ça succinctement. J'en profite quand même au départ pour voilà, vous dire bonjour à toutes et à tous et de vous dire que je suis très heureux d'être là pour témoigner. Et comme tu l'as dit, Sarah, il ne s'agit pas effectivement d'apporter là une réponse pour ma part, mais vraiment de témoigner, de partager l'expérience de la Fondation sur ce programme en réponse collective. Avec, voilà, avec beaucoup d'humilité aussi, puisqu'on est, comme tu l'as rappelé, on est aussi dans une démarche apprenante et qu'on continue d'apprendre tous les jours là-dessus. Pour commencer sur la réponse collective, c'est de comprendre déjà pourquoi en fait on a lancé peut-être ce programme-là, pourquoi on s'est posé cette question-là. Je pense que la volonté initiale, elle est liée en fait à la démarche stratégique déjà de la fondation. Pour rappel sur ce que c'est important, la raison d'être de la fondation, c'est faire de l'entrepreneuriat un levier d'émancipation pour tous, en faveur d'une société inclusive et durable. Et ça avec deux missions. Une mission tournée vers des associations qui accompagnent l'entrepreneuriat pour les financer, les accompagner dans leur développement. Et une autre mission qui est plutôt sur le côté structuration de l'écosystème associatif, justement pour partager l'expérience, faire monter globalement en compétences cet écosystème. Et ça, avec trois un peu priorités stratégiques que la Fondation s'est fixées, qui sont revitaliser les territoires, réduire les inégalités et développer un entrepreneuriat utile à la société. Alors, quand on a dit ça, en fait, on se rend compte tout de suite qu'il n'y a pas une réponse possible déjà pour répondre à cet enjeu-là, que déjà, on s'adresse à un écosystème d'associations. Et donc ça, je pense que déjà, à la base, ça invite déjà à une approche systémique, en fait, du changement aussi. On souhaite, on souhaite induire un changement sur un écosystème associatif. Et donc, il faut avoir une réponse d'ordre systémique et de se dire, voilà, il n'y a pas un levier. Et donc, il faut revoir nos moyens d'action, nos modes d'action, un peu, on va dire, à l'aune d'une théorie du changement. Et de ce fait, en fait, il y a eu
pense que la Fondation s'est dit qu'il y avait plusieurs missions, enfin, plusieurs façons d'intervenir. Elle pouvait contribuer à structurer des associations et les aider, on va dire, à changer d'échelle dans leur impact. Et donc ça, on a un programme qui est dédié à ça qui s'appelle l'accélérateur, mais qu'il fallait aussi avoir une zone d'expérimentation, d'innovation. Et je reviendrai aussi pourquoi, en fait, je pense que c'est important. Et ça, c'est vraiment la réponse collective, en fait, qui répond à cet enjeu-là, c'est-à-dire soutenir une expérimentation sur le terrain afin d'affiner les réponses, on va dire, qu'on apporte. Et il y a une troisième mode d'action qui est ce qu'on appelle le lab et qui a plus pour but d'éclairer les nouveaux sujets à venir et de partager de la connaissance. Donc, je pense que déjà, il y a une dimension un peu systémique dans la façon de structurer ces modes d'action qui ont pour but d'être complémentaires et de créer une réponse, on va dire, presque une sorte de réponse collective déjà à ce stade. Et donc, la réponse collective, en fait, elle est très centrée sur la partie innovation, expérimentation terrain. Et alors moi, j'étais pas forcément là à l'origine, en tout cas, quand ça a été lancé, parce que je suis arrivé il n'y a pas si longtemps que ça à la Fondation Entreprendre, mais je me suis interrogé quel était le besoin quand même d'expérimenter. Pourquoi le besoin d'expérimentation était peut-être aussi important aujourd'hui? Et je pense que en fait, ce qu'on constate avec la réponse collective, c'est qu'il y a à la fois des sujets émergents aujourd'hui qui sont liés des sujets sociaux, environnementaux, et auxquels la réponse, enfin, l'entrepreneuriat peut être une réponse en fait, qui émergent. Il y en a d'autres qui patinent, qui ont du mal à avancer, voire d'autres qui s'aggravent, en tout cas. Et que face à ça, aujourd'hui, l'écosystème d'accompagnement entrepreneurial, en fait, ne touche qu'environ 20% de la création d'entreprises en France. Ça, c'est selon les chiffres de BPI. Donc, il y a encore beaucoup de nouvelles problématiques à toucher, de nouveaux publics à atteindre et de nouveaux territoires sur lesquels s'implanter. Donc, il y a encore beaucoup, effectivement, de choses à apprendre et que justement, on est totalement animé par cette conviction que la réponse entrepreneuriale, les compétences entrepreneuriales peuvent être aussi apporter beaucoup de réponses à pas mal d'enjeux, on va dire, socio-environnementaux aujourd'hui. Donc, il y a besoin d'expérimenter. D'où la naissance de la réponse collective. Alors, la réponse collective, en deux mots, c'est quoi? Il s'agit vraiment en fait, de développer, d'expérimenter collectivement en fait, des nouvelles solutions qui vont s'appuyer sur l'entrepreneuriat pour répondre à des enjeux majeurs sociaux et ou environnementaux. Et pourquoi réponse collective? Alors, je ne sais pas si certains d'entre vous le sont peut-être familiers avec cette notion de collective impact, d'autres non. Voilà, c'est plutôt une démarche d'innovation sociale qui vient plutôt des pays anglo-saxons et qui a inspiré la Fondation dans cette démarche. C'est-à-dire, on est face à des enjeux qui sont justement qui sont d'ordre systémique et assez complexes. En fait, la meilleure façon de procéder, c'est d'engager un groupe d'acteurs qui est de différents secteurs qui sont complémentaires les uns des autres afin de créer en fait une réponse commune qui vise à résoudre un problème social spécifique et complexe et de créer, on va dire, une forme de collaboration structurée euh, afin justement de pouvoir avancer ensemble sur un plan d'action commun, avoir aussi un système d'évaluation de l'impact commun, avoir des actions sur le terrain différentes mais qui se soutiennent mutuellement, avoir aussi une communication, on va dire, régulière dans le collectif et quand même une structure, une sorte de backbone, comme disent les anglo-saxons, en tout cas, qui permet effectivement, qui donne quand même un cadre tout en permettant aussi une liberté d'expérimentation. Ça, c'est vraiment ce qui a inspiré la Fondation, en tout cas, pour la création de cette démarche, d'où le mot de réponse collective. Même si on le met au singulier, moi j'ai envie de le penser plutôt au pluriel, réponse collective au pluriel. Pourquoi? Parce que déjà on a plusieurs programmes aujourd'hui. On a eu un premier programme sur le rebond entrepreneurial. Là, en ce moment, en cours, on a deux programmes. Donc, Entreprendre la réalité sur l'entrepreneuriat de territoire et Entreprendre ton avenir sur les jeunes qui sont aujourd'hui à l'arrêt. Et on en prépare un autre pour demain, en tout cas on espère pour 2024. Donc déjà, il y a plusieurs programmes. Et ensuite, au sein des programmes, je pense que c'est très, très important. En fait, il ne peut pas y avoir de réponse unique sur ces enjeux auxquels on s'adresse. Donc, les territoires, par exemple, les territoires ruraux qui sont fragilisés et comment les revitaliser, ou des jeunes qui sont aujourd'hui à l'arrêt, donc qui sont ni en études, ni en diplôme, ni en métier, ni en emploi, comment on les fait redémarrer et retrouver un projet de vie. Il ne peut pas y avoir de réponse unique, en fait. On croise, on va dire, deux systèmes un peu. Le système qui est la problématique, par exemple, les territoires fragilisés ou ces jeunes à l'arrêt. Et puis après,
on croise aussi un autre système qui sont des écosystèmes, on va dire, de plus territoriaux, plus locaux, on va dire, où là, d'un endroit à un autre, on va dire, la réponse va être différente selon les acteurs qui sont en place et les dynamiques aussi territoriales et les contraintes aussi, peut-être territoriales. Donc, on a ces deux systèmes qu'on doit articuler l'un avec l'autre. Et il n'y a pas de réponse unique. Il y a beaucoup plus ce qu'on cherche à avoir, c'est plutôt une vision des principes communs, des possibilités d'actions communes qui sont après à adapter selon les spécificités territoriales, en fait. Et si je peut-être, si je peux peut-être partager pour voir, donner un peu à voir à quoi ça ressemble un peu concrètement aujourd'hui. Alors, je peux partager mon écran, je crois, hein. Ouais. Du coup, aujourd'hui, nous réponse collective, je pense que vous voyez. Voilà. En tout Oui, cas, les trois bien. réponses, ok. Les trois réponses collectives là, donc celle réagir qui s'est terminée, les deux en cours. Voilà, ça donne un peu ça. En termes de collectif, ça regroupe qui? Donc, ça regroupe à chaque fois des collectifs de financeurs. Donc, on voit sur la ruralité qu'en plus, effectivement, la Fondation Entreprendre, il y a la Fondation RTE, AG2R La Mondiale et la Fondation Terrifis qui participent au financement de ce programme. On cherche à avoir, on va dire, quatre lauréats, pardon. Ça, c'est vrai pour la ruralité pour l'avenir, afin qu'ils sont répartis sur des territoires différents. Donc, ça implique aussi des territoires. Et aussi très, très important, c'est on fait pas non plus ça tout seul. À la fois, on a une démarche de recherche et développement, et donc on fait appel à des prestataires extérieurs qui sont experts, on va dire, de ces démarches-là, de ces démarches de R&D. Donc là, par exemple, sur la réalité, on travaille avec l'agence phare et les petites rivières. Et également, on travaille avec un partenaire, Impact Track, pour l'évaluation d'impact, parce que c'est aussi très, très important qu'on partage tous, en tout cas que les quatre lauréats qui travaillent sur le terrain partagent une évaluation d'impact commune afin de pouvoir aussi capitaliser sur le programme. Et du coup, si je peux juste terminer là-dessus, voilà, c'est de vous dire un peu, voilà, qu'est-ce que ça structure sur 3 ans. Une réponse collective, c'est 3 ans. Il y a une intelligence collective qui fonctionne sur les 3 années. Dans le but, c'est voilà, de co-développer ensemble, en fait, les réponses qu'on va apporter sur le terrain. Il y a quand même une structuration par année qui est un petit peu différente, parce que l'année est très liée à poser les bases de l'ambition commune, faire des diagnostics de territoire, en fait, bien comprendre aussi la problématique et le territoire auquel on adresse, afin plutôt de démarrer l'accompagnement, on va dire l'action sur le terrain à partir de la fin d'année 1 à année 2, on va dire. Et à partir de l'année 3, en fait, commencer à envisager la pérennité de l'impact, c'est-à-dire comment aller plus loin, comment pérenniser les dispositifs qui ont été mis en place et comment aussi pouvoir essaimer, partager aussi les apprentissages à l'ensemble de l'écosystème de l'accompagnement entrepreneurial, parce que c'est ça vraiment la mission aussi, hein, comme je le disais en intro, de la Fondation Entreprendre. Très J'ai clair. l'impression d'avoir pas mal parlé déjà. Merci beaucoup, Eric, pour cette De première rien. présentation. C'est déjà une bonne entrée en matière. Peut-être pour aller un peu plus loin et pour effectivement rapprocher le sujet de notre question de l'approche systémique. Merci. Euh, pour ceux qui ont déjà suivi, donc récemment, on a accueilli ici Cyril Tassard, qui est chercheur, entrepreneur, et qui a travaillé sur ce qu'il appelait un anti-guide du changement systémique. Et justement, ça résonne avec ce que tu dis. Il explique qu'il n'y a pas d'approche standard pour atteindre un changement systémique. Par contre, comme tu l'as laissé entendre en filigrane, il y a des ingrédients essentiels. Lui, il parle de 3 ingrédients. Je les rappelle, donc travailler sur la compréhension du système à la base, à laquelle on veut vraiment s'attaquer, identifier des leviers de transformation du système et choisir les actions et les expérimentations qui vont permettre en fait d'actionner ces leviers. Donc, ces 3 éléments-là, j'aimerais bien que tu nous expliques un peu Ok. comment ça résonne en fait, en prenant peut-être un programme en particulier, peut-être le programme Ruralité qui est celui que vous partagez avec Laure, euh, Ok. pour qu'on ait un peu plus de précision. Absolument. Donc le premier point, c'est sur la compréhension du système. Là, sur la façon dont on travaille sur la réponse collective, c'est il y a des choses qui se passent avant de lancer le programme. Il y a un peu 2 phases, hein, avant le programme et pendant le programme. Donc, avant le programme, c'est quoi? Il s'agit en fait de faire une étude d'opportunité. C'est-à-dire qu'on commence effectivement, avant même de se dire, bah, on va lancer un truc là-dessus, on fait une étude d'opportunité sur cette problématique. Donc, par exemple, entreprendre la ruralité, où là, on travaille aussi sur les personnes placées sous main de justice, par exemple.
Donc, on allait voir un expert un peu de ce sujet-là pour faire une étude d'opportunité. L'objectif, effectivement, c'est de comprendre de qui on parle, quelle est la problématique, où sont les personnes qu'on vise, où se trouve cette cible, quels peuvent être un peu les freins rencontrés, les difficultés, quels sont les acteurs aussi, ça c'est très important, mapper un peu les acteurs privés et publics aussi de ce système, comment ils interagissent ensemble ou ils ont du mal à interagir, afin de pouvoir un peu identifier aussi des premiers facteurs clés de réussite pour nous, en tout cas pour lancer le programme. Et ça, on a besoin de ça d'abord avant de dire, d'être en capacité de se dire, oui, il faut y aller ou pas, on peut avoir une place à prendre là-dessus. Et après, faire effectivement partager avec d'autres financeurs, en tout cas, cette ambition commune de lancer un programme. Donc, c'est ce qui s'est passé aussi sur Entreprendre la réalité avec une étude de préfiguration. Et après, une fois qu'on a lancé le programme, là, je pense que comme je le disais, la première année est très centrée. Donc là, les associations sont très centrées sur le diagnostic territorial. Donc ça participe aussi à mieux comprendre le système auquel ils s'adressent. Et ce qu'on constate, c'est qu'en fait, on va dire affiner la connaissance de ce système-là, du système, elle continue en fait sur les 3 années. Et que dans beaucoup de journées collectives, notamment de recherche et de développement qu'on fait régulièrement avec les associations, en fait, on va partager cette connaissance du système, on va affiner aussi notre vision commune et notre compréhension commune. Donc, il y aura un enjeu aussi, sur lequel il faut qu'on travaille encore, peut-être de capitaliser quand on est un peu à la fin justement en sortie de programme, en fait, cette compréhension, à quoi on est arrivé sur cette compréhension du système sur lequel on travaille effectivement sur la ruralité en ce moment. Mais voilà, ça, en tout cas, et comme je pense que Cyril le dit aussi, que en fait, l'approche systémique, c'est une démarche continue d'apprentissage. On peut pas dire à un moment donné, c'est bon, j'ai tout compris sur le système, voilà, maintenant je peux dérouler mon truc. Voilà. Non, il y a toujours, effectivement, et puis en plus, les systèmes auxquels on fait face continuent d'évoluer, en fait. C'est-à-dire, tout d'un coup, il peut y avoir aussi une nouvelle politique publique qui va changer la donne. Il peut y avoir, là, je pense à la jeunesse, par exemple, l'impact du Covid qui crée aussi, qui aggrave aussi les situations de santé mentale, qui a clairement un impact très, très fort sur aussi des jeunes à l'arrêt, en fait, aujourd'hui, dont il faut prendre en compte. Et donc il peut y avoir effectivement des changements brutaux aussi dans les systèmes. Euh, Ta deuxième question, c'était sur les leviers, je crois. Les Ouais, leviers, les ouais. leviers. Les leviers identifiés, c'était là, je pense effectivement à une particularité, je pense qui rejoint un peu le fait qu'il n'y ait pas de solution, on va dire. Je dirais, il y a pas forcément de solution commune. Enfin, je dirais pas qu'il n'y a pas de solution commune. Je dirais plus qu'il n'y a pas forcément de solution industrielle. En fait, on peut pas faire de taylorisation de la réponse à ce genre de problème en disant c'est bon, tout le monde en France vont avoir le même déroulé, le même truc exactement. Ça ne marche pas. Et en fait, je pense, du coup, le levier, c'est en fait, il faut quand même toujours partir de la personne concernée ou de la problématique, d'une problématique assez fine, en fait. Et par exemple, sur la ruralité, on voit qu'il y a quand même une très, très grande diversité de projets, en fait, territoriaux et de situations personnelles associées. Et que même le point d'entrée, parfois, est très différent. Parfois, c'est un entrepreneur, quelqu'un qui souhaite entreprendre. Parfois, c'est une collectivité qui souhaite démarrer un projet ou faire quelque chose d'un bâtiment aujourd'hui qui est inexploité, en fait. Donc, créer un projet entrepreneurial par rapport à ça, ce qui est très, très différent comme point de démarrage. Ou parfois aussi, ça peut être des collectifs d'habitants qui se regroupent pour partager un besoin et qui ont envie voilà, que le territoire, en tout cas, puisse apporter cette réponse. Ils ne savent pas forcément trop qui doit s'en emparer. Donc, il y a aussi des points de démarrage qui sont très différents. Et donc, partir de la personne, on va dire, de la personne ou du territoire concerné, je pense que c'est très important. Ensuite, je vois aussi un autre point qui est partagé, ça, dans les deux programmes aujourd'hui, qui est très clair, l'enjeu de la mise en réseau des acteurs. En fait, on est face donc, du coup, à des systèmes qui sont assez complexes, territoriaux, donc avec un mélange d'acteurs privés, d'acteurs publics, plus des individus. Et bah, en fait une des grosses clés de réussite, c'est de faire en sorte que ces gens-là se connaissent, en fait, qui sachent qui fait quoi et comment ils peuvent mieux travailler ensemble et un peu même dans quel ordre, comment ils doivent se synchroniser en fait les uns par rapport aux autres. Et ça, du coup, c'est extrêmement complexe et ça peut créer énormément de freins. Et c'est ce qu'on essaye de faire du coup
en essayant effectivement d'identifier qui peut être concerné, on crée des moments de rencontre aussi, des opportunités de rencontre entre nos associations, par exemple, en soutien et des acteurs publics, et voir encore plus loin comment on peut favoriser la mise en synergie et la co-construction, en fait, voir la complémentarité aussi des réponses qui sont apportées. Et puis le dernier point, en fait, c'est le rapport au territoire moi, qui m'a vraiment marqué comme levier. C'est un peu différent de mon premier point qui est partir de la personne. Là, c'est l'ancrage territorial, c'est se dire, en fait, aujourd'hui, dans cette réponse collective qui est très ancrée sur le territoire, en fait, ça fonctionne bien s'il y a plus qu'un lien, en fait, c'est-à-dire que la réponse vient pleinement s'incarner dans le territoire. Alors, c'est un peu flou ce que je dis et je vais prendre un exemple. Bon, par exemple, pour la jeunesse à l'arrêt, en fait, aujourd'hui, souvent les jeunes à l'arrêt dans les territoires justement en fragilité, défavorisés, voire ruraux, en fait, voient plus leur territoire comme une contrainte, en fait. Et c'est-à-dire, ils ont des problèmes de mobilité, problèmes de logement, manque d'opportunités, etc. Donc, c'est une contrainte. Il y a un enjeu, en fait, qui est de faire changer de mentalité là-dessus et qu'ils puissent voir ce territoire plutôt comme un possible que comme une contrainte. Parce que si c'est une contrainte, on n'arrive à rien faire. S'ils commencent à voir un possible, là, tout d'un coup, il y a une possibilité d'action, une possibilité de passage à l'action qui se développe. Et ça peut être à travers, par exemple, là, je pense à un cas très concret, une coopérative jeunesse où des jeunes, en fait, vont tenir un bar-restaurant. Donc, voilà, donc, ils se mettent dans une démarche à la fois un peu entrepreneuriale, ils gèrent le truc, et en même temps, ils animent un lieu de vie qui apporte aussi quelque chose d'utile au territoire. Et ça, quand les deux sont liés, c'est formidable. Et sur la ruralité, je vois l'exemple en fait, on a plusieurs assos qui font ça, se dire en fait pour éviter en fait comme on est sur des enfin, sur des marchés qui sont compliqués, notamment sur l'entrepreneuriat rural, il n'y a pas beaucoup de demandes non plus. À un moment donné, un des éléments clés de réussite, c'est de se dire de répondre de façon très précise aux besoins des habitants. Et pour ça en fait, il faut les impliquer directement. Et ce qu'ils font, c'est en fait partir du besoin, en fait impliquer pardon des habitants dans les incubateurs territoriaux pour qu'ils co-construisent avec les entrepreneurs, en fait, justement, la proposition et l'offre, en fait, commune. Et donc ça, c'est un travail, du coup, très étroit avec le territoire qui ancre parfaitement la réponse ou la démarche entrepreneuriale par rapport au public visé, quoi. Et là, ça marche bien dans ces cas-là. Extra. Merci Eric. Je te propose qu'on avance. Je vais peut-être passer la parole à Laure parce que Laure est avec nous et Laure ne parle pas. Bonjour Laure, bienvenue. Oui, je vais sauter pour te poser vous poser une question. Donc, dans ce que décrit Eric autour de la table, donc, on retrouve donc des financeurs, principalement donc, des organisations philanthropiques, des porteurs de projets, donc des associations, des structures qui accompagnent l'écosystème entrepreneurial en France. Euh, la question qu'on a un peu envie de poser, c'est comment on fait pour travailler ensemble quand on vient absolument pas du même endroit, qu'on a un système de valeurs qui peut parfois être très différent et qu'on est habitué en fait à fonctionner d'une certaine manière, notamment au regard des relations du secteur associatif avec le secteur philanthropique. Voilà, ma question derrière, c'est qu'est-ce qui change, qu'est-ce qui a été nouveau dans cette réponse collective? Comment vous l'avez vécu, vous, en tant que fondation? Merci beaucoup, Sarah, pour cette question. Bonjour à tous. Peut-être pour donner un peu de contexte à mon témoignage, je voulais juste vous partager, nous, qu'est-ce qui nous a amené à rejoindre ce programme. Chez TRFIS, on travaille sur la question des savoir-faire locaux et comment est-ce que ils peuvent nourrir un développement soutenable dans les territoires. C'est une thématique très spécifique. Et donc, on avait cette stratégie de se dire, en fait, on va s'associer à des acteurs plus généralistes qui, eux, vont être des moteurs du changement dans les territoires pour finalement s'associer à eux et porter ce qui nous tient à cœur au sein d'un projet plus large. La deuxième raison pour laquelle on avait rejoint le programme, c'est qu'on était assez jeunes, c'est-à-dire qu'on avait à peine 3 ans d'existence en tant que fonds de dotation, et donc on avait envie apprendre auprès de fondations plus expérimentées, voilà, apprendre auprès des autres et apprendre auprès d'associations, enfin voilà, des lauréats qui, sur le terrain, avaient une vraie expérience, pour ne pas dire expertise parfois. Et puis, on avait vraiment très envie d'expérimenter
Mais en fait, expérimenter tout seul, surtout quand on est jeune, bon, on peut juste aussi se planter. Et donc, c'était extrêmement rassurant et renforçant pour nous de rejoindre un collectif. Donc voilà, ça, c'est les raisons pour lesquelles on a rejoint ce collectif. Et je dirais que pour arriver à travailler ensemble, alors quand même, on est tous réunis autour d'un même objectif, donc ça aide. Mais il y a eu vraiment des éléments clés. La première chose, c'est d'avoir vraiment pris le temps en début de programme, Eric en a un peu parlé, de travailler le manifeste, la vision. On a passé pas mal de temps tous ensemble. Mais je veux dire, tous ensemble, c'est 4 financeurs, 4 lauréats, et aussi ceux qui nous accompagnent sur la partie impact et sur l'innovation sociale. Donc, chacun a une vision très forte quand même. Et de s'aligner pour dire, OK, c'est quoi l'entrepreneuriat de territoire? Qu'est-ce qu'on met dedans? Et donc, on a pu voilà, mettre notamment les notions de collectif, les notions de ressources locales, de réponse aux besoins du territoire, voilà, qui étaient assez fortes. Donc, ça a été... Enfin, sur le coup, ça pouvait paraître long, mais c'était absolument nécessaire pour vraiment aligner la vision. On a aussi, donc chacun, là peut-être pour les financeurs, arriver un peu avec ses enjeux. Je pense à G2R mondial sur le bien vieillir, nous sur les savoir-faire locaux. La Fondation RTE avait plutôt un prisme sur les zones de revitalisation rurale. Et on a pu aussi avoir des temps un peu spécifiques de présentation des enjeux de chacun. Par exemple, nous, on a pu animer une matinée sur les savoir-faire locaux. Qu'est-ce que c'est dans vos territoires? À quoi ça ressemble? C'est quoi la valeur? Quelle est la valeur de ces savoir-faire? Et ça a vraiment permis ensuite une très bonne appropriation. Alors, je ne vous dis pas que tout a parfaitement marché dès le début. On a eu, parce que c'est intéressant de parler aussi de ce qui a pas forcément, de ce qui n'était pas forcément facile. J'allais vous dire. On apprend beaucoup de ça, donc n'hésitez pas si vous êtes à l'aise à nous partager les Non, tout challenges à fait. rencontrés sur le chemin. On avait un lauréat qui avait vraiment, lui, dans son cœur d'activité, l'économie sociale et solidaire. Et nous, notre prisme, en tout cas, il n'est pas seulement sur l'économie sociale et solidaire, et il est pas mal aussi à travers l'économie classique, parce que les savoir-faire locaux dont on parle, ils sont beaucoup détenus dans des entreprises classiques. Et il a fallu tout un temps de discussion, d'acculturation, parce qu'au début, en fait, les porteurs de projets qu'ils accompagnaient, ben, il n'y en avait aucun sur la thématique des savoir-faire. Et en fait, parce que il y avait euh, enfin, voilà, il y avait probablement besoin de comprendre davantage qu'est-ce qu'on entendait par là. Nous, on les a aidés à identifier sur leur territoire quels pouvaient être les projets intéressants. Donc, bon, voilà, la réponse, elle est un peu bête, hein, ça passe par du temps et du dialogue. Mais en tout cas, voilà, on s'est retrouvés plutôt face à cette question économie classique versus économie sociale et solidaire. Voilà, c'était un peu ce champ-là, si on parle des valeurs et de là où on vient. Et puis, non, vous partagez à quel point nous, ce programme, il a été structurant ou il est structurant. Parce qu'en fait, j'allais dire, en tant que fonds de dotation, je ne vais pas dire qu'on est né avec ce programme, mais c'est dans nos premiers programmes significatifs. Et en fait, ça nous a beaucoup marqué et on a mis pas mal de temps à maturer un nouveau programme qui s'appelle pour le moment Stratégie patrimoniale de développement local, mais c'est comment est-ce qu'on réactive les patrimoines locaux dans les territoires au service du développement local. Et en fait, alors déjà, on a la chance de le faire avec la Fondation RTE, qu'on a rencontrée via Entreprendre la ruralité, mais surtout, on ne voulait pas le faire tout seul. Ça, c'était sûr, Entreprendre la ruralité nous avait convaincus que dès qu'on voulait faire des choses un petit peu complexes et un peu expérimentales, il fallait pas être tout seul. Donc, on est allé chercher la Fondation RTE, que, que pour faire de l'expérimentation, bah, il fallait un bon mix entre avoir à la fois un cadre, une intuition, mais se laisser le temps et voir vraiment ce qui sort du local. Alors voilà, on va l'expérimenter bientôt, mais en tout cas, ça nous a beaucoup inspiré dans ce programme et en reprenant aussi les retours d'expérience de Entreprendre la ruralité avec
ce qu'on a appris en cours de route et ce qu'on se dit qu'on aurait aimé faire autrement. Par exemple, le fait de peut-être communiquer davantage tout au long du programme sur notre chemin. C'est-à-dire, pas que sur les résultats, mais dire, bah voilà où on en est. Mais c'est vraiment hyper difficile. Donc, je ne sais pas si on réussira à le faire, mais on va essayer de le faire. Et puis d'embarquer aussi, d'embarquer les institutionnels. Voilà, donc pareil, c'est un challenge de faire ça dès le début d'un programme. Mais voilà, ça nous a, juste pour vous partager que dans ce qui est notre gros programme aujourd'hui, qui prend la suite, entre guillemets, d'entreprendre la ruralité, c'est complètement dérivé de cette expérience collective. Magnifique de voir que ça a marqué et que ça permet de se poursuivre d'une autre manière. Merci beaucoup, Laure. N'hésitez pas à ajouter vos questions dans le chat, soit questions-réponses, soit dans le chat général. On va garder un moment. J'ai encore quelques petites questions que je voudrais vous poser. Eric, pour poursuivre sur cette question des rôles, tu n'en as pas encore beaucoup parlé, mais il me semble que la Fondation Entreprendre a un rôle du coup assez singulier dans cette démarche. Enfin, tu l'as expliqué, vous êtes l'initiateur, mais comment plus en détail tu décrirais votre rôle et à quel point ce type de démarche en fait a nécessité ou a permis, je ne sais pas, de faire évoluer votre posture de fondation et du coup vos façons de faire et d'agir. Un petit peu. Alors, sur le rôle actuel, du coup, c'est vrai que la réponse collective on va dire, nous conduit à avoir un rôle, peut-être à faire évoluer notre rôle à la Fondation. Bon, déjà, quand même, à l'origine, la Fondation cherche à avoir un rôle qui, en plus de l'apport financier, on va dire au sein de à destination des associations qu'elle soutient, puisse apporter aussi de l'apport en compétences, de l'apport sur le collectif en créant une dynamique aussi de promotion, par exemple, et aussi un apport en influence, c'est-à-dire en soutenant parfois aussi peut-être du plaidoyer commun. Donc il y a déjà, c'est quand même un peu le point de départ, et ça, je trouve que c'est important. Et après, ce qui est vraiment spécifique là dans la réponse collective, je trouve, c'est qu'il y a ce rôle, un rôle d'architecte et un rôle un peu de facilitateur, en fait, qui est peut-être un peu nouveau aussi. Architecte, parce qu'on l'a vu, la réponse collective, ça demande en fait, même s'il y a beaucoup d'expérimentation aussi, il faut laisser de la liberté, il faut aussi qu'il y ait quand même un cadre, je pense, qui soit quand même très aussi présent et très clair, en fait. Parce que c'est des démarches qui sont complexes. Donc, nous, on propose un calendrier, une méthode commune. Il faut qu'il y ait aussi une partie évaluation d'impact, et c'est très compliqué, une évaluation d'impact dans des projets comme ça expérimentaux, parce qu'il y a des parties qui sont très communes, il y a des parties qui sont un peu moins communes, et puis il y a des trucs qui sont totalement spécifiques. Donc, il faut aussi structurer ça. Et puis le côté facilitateur, parce que en fait, bah, du coup, on est amené à animer un collectif qui est composé de justement d'acteurs différents, avec des points de vue différents. Et je dis pas juste entre asso et fondation, parce que déjà au sein des 4 assos, on va avoir des visions parfois qui sont différentes en fait, hein. Laure t'en a parlé, hein, sur le fait que ça prend du temps aussi parfois de partager une vision commune, de comprendre aussi quand on dit tel mot, quand on emploie telle chose, enfin tel terme, ça veut dire ça en fait, et comprendre qu'on parle bien de la même chose ou pas. Donc ça prend du temps. Et que notre rôle aussi, c'est quand même de faciliter le travail sur le terrain des assos en fait, pour que qu'elle puisse être à la fois avoir ce temps, cette liberté. Parce que ça, je trouve que c'est hyper important d'avoir cette temporalité, on va dire, qui permet l'expérimentation et de comprendre la problématique. Donc, de leur donner ce temps-là, c'est un peu cet appel d'air, parce que les assos malheureusement, sont quand même toujours le nez dans le guidon et elles ont du mal à avoir ce temps méta. Donc, on essaye aussi de leur donner ça avec ce programme. Mais je disais aussi tout à l'heure, sur le côté collaborer avec d'autres acteurs, aussi, on essaye de faciliter. Mais nous, donc là, on n'est pas, je ne me poserai pas du tout en tant qu'expert là-dessus. On apprend là-dessus, on comprend aussi les besoins au fur et à mesure, et on essaye de s'adapter. Donc, ça nous pousse à évoluer en termes de posture. Et puis, il y a un autre élément aussi que je vois, c'est du coup, donc nous, on est une fondation qui soutient des associations, qui soutiennent des entrepreneurs. Voilà. Donc en fait, on va dire que naturellement, on pourrait se dire, bah en fait, ouais, on est un peu déconnecté du terrain. Finalement, le territoire, on en est très très loin, la fondation.
Mais je trouve que la réponse collective, justement, en mettant un peu les territoires vraiment au cœur de notre action et en partageant avec eux les expérimentations qui sont faites par les assos, nous permet de nous reconnecter en fait vraiment à ces problématiques territoriales en fait et de façon très très locale. Et ça, c'est absolument formidable. Et en même temps, il y a ce mouvement, on va dire, vers les territoires. Et après aussi, il y a un autre mouvement. On voit qu'on est de plus en plus amené à se dire bah, comment mieux travailler avec les institutions publiques, avec des acteurs comme la Banque des Territoires, l'ANCT, etc. Et donc ça, c'est un autre mouvement qui va peut-être dans l'autre sens et qu'on a sans doute un rôle à prendre pour articuler ces deux dimensions-là qui, finalement, parfois ont du mal quand même à bien travailler ensemble, quoi. Mm. Donc c'est là où je dirais il y a un changement de posture et parfois, du coup, on doit être amené à se poser des questions, par exemple sur le plaidoyer. Très concrètement, on doit dire bah, c'est quoi l'ambition qu'on se donne, quel rôle on doit prendre là-dessus, jusqu'où on doit aller. C'est pas évident, effectivement, on n'a pas encore la réponse. On a envie de faire, mais il faut aussi qu'il y ait quand même un principe de réalité parce que c'est quand même des enjeux qui peuvent être très complexes et qui peuvent prendre beaucoup de temps aussi. Extra. Merci beaucoup. Je pense qu'à ce titre-là, effectivement, il y a, comme on le disait au démarrage, il y a plein d'autres acteurs qui expérimentent effectivement, notamment sur cette logique de Mm. juste une fondation et je m'inscris dans un mouvement de plaidoyer. Donc, peut-être qu'on pourra aussi traiter de ce sujet-là ultérieurement. Je vois qu'il n'y a pas beaucoup de questions encore, donc pour vous laisser le temps de les faire maturer, peut-être une dernière question pour tous les deux. Euh, on tourne autour, hein, donc peut-être je pose la même question, mais un peu différemment. Si j'ai bien compris, si on a bien compris ce qui se joue dans la démarche collective, euh, euh, on dirait une sorte un peu de laboratoire systémique. Il y a de l'intelligence collective, ça produit des outils, donc par exemple dans le cadre de la ruralité, une grille d'analyse sur les projets en ruralité, ça produit de la connaissance et de la recherche. Il y a une étude, par exemple, sur les enjeux de l'entrepreneuriat dans les territoires. Ça produit des solutions concrètes, puisque l'idée, c'est de mettre en place des choses concrètement. Donc, tout ça, ça semble très expérimental, tu l'as dit, Eric, au début. Et donc, encore une fois, nous, ce qui nous marque chez Racine, c'est que c'est éloigné du rôle de redistribution classique qu'a la philanthropie habituellement. Donc, j'aimerais vous entendre peut-être une dernière fois là-dessus, Laure, Eric. Euh, Quelle est la place d'une fondation philanthropique dans un dispositif comme celui-là? Et peut-être voilà, votre singularité, qu'est-ce que vous gardez, qu'est-ce que vous faites évoluer? Laure, si tu veux peut-être démarrer. Moi, l'expérience de ce programme m'a permis de me forger une conviction assez forte, et en tout cas pour Terre et Fils, et qui est liée à notre champ d'intervention qui sont les territoires ruraux, où il y a une diversité de situations, chaque territoire a sa singularité, et en fait, sa force vient de sa singularité. Il faut absolument la prendre en compte. C'est qu'on a un enjeu très fort à être agnostique sur la méthode, nous en tant que financeurs. Notre rôle, c'est de créer les conditions pour que les acteurs locaux, les acteurs de terrain, puissent faire émerger les solutions. Donc, ça ne veut pas dire que on n'a pas d'idées, on se renseigne pas, on cherche pas à éprouver la robustesse des méthodes et des approches proposées, mais que ça doit bien partir du terrain. Et la deuxième chose qui me vient sur cette question du rôle des fondations, moi j'ai la sensation qu'on joue un rôle un peu d'éclaireur sur les pratiques philanthropiques ou de financement. Mais ce que j'entends par là, enfin, c'est pas un grand mot, c'est juste des petites choses assez concrètes. Par exemple, dans Entreprendre la ruralité, on a laissé 1 an aux lauréats pour faire un diagnostic de territoire. Dans, on va dire, beaucoup de projets de philanthropie classique, on finance un projet, clac, l'action de terrain se met en place. C'est assez vite concret. Moi, à titre personnel, c'est vrai que la première année, je l'ai trouvée longue. Je me disais, bon, et quand est-ce qu'on passe au concret? Et
ce que je vois, mais je dis ça un peu avec un clin d'œil parce que j'étais parfaitement en confiance avec la Fondation Entreprendre, le collectif, le cadre qui avait été posé. Mais ce que je trouve frappant, c'est qu'aujourd'hui, les lauréats, ce qu'ils nous disent, c'est que la robustesse des solutions qu'ils ont développées vient du temps qu'ils ont eu pour pouvoir les penser. Et parce que il n'y a pas de solution standard. Et c'est probablement vrai en général. Vous parliez de ce qui était mentionné dans l'anti-guide, mais c'est particulièrement vrai pour la question des territoires ruraux. Et puis un autre impact, alors c'est pardon, un autre exemple sur la question d'éclaireur. Euh, c'est encore un sujet qu'on discute, mais sur la question de la consolidation de l'impact. Un programme classique, bah en fait, on s'attend à la fin, bon, bah alors, vous avez généré combien d'emplois, combien de coopérations. Enfin, on va tout agréger. Et en fait, là, on a des réflexions en se disant, mais on a 4 contextes qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. On a une singularité d'expérience de territoire, résistons à l'attrait du chiffre, de la consolidation. Et donc non, on ne va pas additionner des choux et des carottes. Et c'est peut-être pas des choux et des carottes, c'est peut-être des concombres et des courgettes, c'est un peu plus cousin que ça. Mais, mais allons jusqu'au bout par rapport à ce qu'on a appris et ce qu'on a compris d'une intervention philanthropique et d'une démarche collective sur les territoires. Merci beaucoup, Laure. Plein de choses qui résonnent beaucoup. La notion de temps, hein, le temps plus long en tout cas. Je ne sais pas si, voilà, mais en tout cas hyper intéressant. Et puis effectivement cette logique plus de mesurer les petits pas en chemin plutôt que de regarder juste les grands chiffres à la fin. Ça résonne beaucoup, je pense, pour beaucoup d'entre vous là derrière l'écran. Eric, est-ce que tu veux compléter sur Eh ces bien, je éléments? vois peut-être deux points là sur lesquels j'avais envie de revenir. C'est déjà, en fait, là, on dit beaucoup qu'on expérimente beaucoup. Je voudrais quand même bien qu'on ait en tête on a aussi quand même une forte exigence d'impact et qu'on expérimente quand même pour avoir un impact plus fort au final, quand même. Et ça, que c'est important, et notamment l'impact, en fait, on le voit aujourd'hui, il est à la fois donc, sur les bénéficiaires qui sont visés, il est aussi sur les associations, c'est important parce que notre but aussi, c'est quand même d'encapaciter les associations, là, qui leur permettre, en fait, d'être elles aussi, comme tu le dis, Laure, hein, aussi plus robustes elles-mêmes dans les solutions qu'elles proposent. Et donc, et donc l'impact aussi, il est très fort sur elles. Et l'impact, il est aussi sur le collectif, parce qu'on voit aussi, en fait, à quel point ça nourrit le collectif, notamment les financeurs autour de la table. Et donc, ça, c'est important. Et l'autre, sur la question là, vraiment du rôle, moi, en fait, mon sentiment, c'est que je pense que c'est une évolution à la fois essentielle, nécessaire du rôle de redistribution, le rôle qu'on essaie de prendre là. Et je vois un peu deux raisons à ça, en fait, à la fois parce que aujourd'hui, on a un vrai rôle à jouer, en tout cas, la philanthropie a un vrai rôle à jouer, en fait, pour aider les acteurs là, de terrain à travailler mieux ensemble, en fait, plutôt que de les mettre en concurrence avec les autres, parce que c'est un peu ça, en fait. Le risque, c'est un peu de mettre les concurrents en concurrence, les assos avec les autres, sur une course un peu au financement, où justement, on bricole un peu des réponses un peu rapides, etc., et qui sont, en fait, qui ne les font pas grandir, au contraire, en fait qui risquent de les faire même dépérir, en fait. Là, l'objectif, c'est aussi de les faire grandir, d'où cette temporalité. Alors, tu as parlé, c'est un an de diagnostic, ça peut sembler énorme, mais en fait, elles apprennent énormément de choses pendant cette année, en fait. Et puis, l'autre point aussi, et là, ça rejoint aussi ce que dit Cyril Tassard et d'autres, c'est que je pense aussi par rapport aux fortes fluctuations sociales et environnementales qui sont déjà en cours et qui vont encore s'accentuer à l'avenir, c'est qu'en fait, on a plus d'autre choix que d'être dans des démarches qui sont des démarches apprenantes et collaboratives, en fait. Et que ça, que c'est aussi essentiel, en fait, justement pour la robustesse des réponses qu'on apporte, en fait. Je pense que le mot robustesse, il est clé aussi là-dessus. Et que ça nécessite, du coup, une évolution du rôle, en fait. Voilà. Donc, c'est ce qu'on essaye, en tout cas, nous, d'expérimenter à travers cette réponse. Super. Merci beaucoup. Hyper intéressant. Et puis, hâte de voir aussi le prochain programme, donc si j'ai bien compris, sur le sujet des prisons. Jean-Baptiste, je te laisse la main peut-être Ah pour... oui, tout à fait, tout à fait. On a quelques questions, on n'en a pas beaucoup, mais je pense que il y en a une, je crois, qui a été sur laquelle Laure, enfin, qui a été très spécifique
à une initiative territoriale. Je crois que Laure, tu as répondu par écrit, et c'est sûr que c'est l'opportunité de prendre des contacts, bien entendu. La première question, et je vais la lire, comment faire quand le contexte d'acteur n'est pas favorable, que toutes les conditions ne sont pas remplies? Hmm. Faut-il délaisser ces projets au motif que le système n'est pas construit ou favorable? Ok. Alors ça, je peux répondre très concrètement sur un exemple. On a voulu lancer une nouvelle réponse collective sur l'entrepreneuriat culturel, en fait. Et en fait, deux choses, c'est que en fait, le contexte, un peu le système de l'entrepreneuriat culturel, en fait, est d'une complexité encore plus grande que d'autres, parce que en fait, dans la culture, il y a des cultures et qu'il y a énormément de diversité, qu'une problématique de spectacle vivant peut avoir rien à voir avec une démarche, on va dire, plutôt artistique littéraire, voilà, en fait, avec des acteurs qui sont très très différents. En plus, on est face à un public qui se considère pas comme entrepreneur, donc déjà qui vont pas vers les dispositifs non plus d'accompagnement à l'entrepreneuriat et et aussi difficile en fait difficile d'engager du coup des financeurs sur un projet comme celui-ci. On voulait pas quand même rien faire, on voulait pas s'arrêter là. Donc, on a fait une sorte de mini-programme, on va dire, sur un an, en fait, pour quand même produire, expérimenter sur un an, on va dire, produire de la connaissance et voir si on peut aller plus loin. Donc, c'est une autre façon, voilà. Et là, on a mis ça, nous, à travers, c'est l'intérêt justement d'avoir des modes d'action un peu complémentaires. On a mis ça plutôt dans le lab, en fait, justement, dans une démarche, du coup, en plus pour éclairer ce nouveau sujet, voilà, et mieux le comprendre, pour voir si on peut, après, lancer quelque chose. Donc, il y a toujours moyen je pense, de rebondir, du coup, avec des enveloppes budgétaires bien inférieures, parce que c'est quand même un peu frustrant. Après, on pourrait aussi se dire qu'il n'y a pas de besoin, parce que l'idée, ça serait pas d'aller sur un accompagnement. Mais là, par exemple, sur la culture, on s'est rendu compte que si les entrepreneurs, enfin, les artistes qui étaient dans des démarches de création d'entreprises culturelles, donc qui ne se considèrent pas toujours comme entrepreneurs, en fait, bah, quand même, sont mal accompagnés aujourd'hui, ils ont plein de spécificités. Donc, quand même, il y avait clairement un besoin. Donc, du moment donné qu'il y a un besoin, on s'est dit, ça valait le coup de faire quelque chose. Voilà. S'il n'y avait pas de besoin, on aurait peut-être dit, bon, en fait, bon, bah, c'est un autre sujet et il faut pas qu'on y aille. Très bien. Euh, je vais continuer avec une autre question de Laurence Guilherme. Quel est le profil des fondations qui s'engagent dans ce type de programme? Pensez-vous qu'il soit plus facile pour des fondations créées par des entrepreneurs issus du territoire de s'engager dans ce type de démarche? Peut-être encore pour toi, Eric. Bah, si on regarde en fait les exemples là, des deux réponses collectives en cours, donc on a quand même une assez grande diversité finalement de types de fondations. Bon, alors, tu as parlé effectivement de la fondation Thierry Fils, qui est une fondation sur les savoir-faire, qui est quand même assez différente des AG2R, la mondiale, qui est sur des problématiques de bien vieillir quand même. Et je vois, par exemple, sur Entreprendre ton avenir, parce qu'on n'a pas parlé, ça va de la fondation Primonial à la fondation AXA, par exemple. Donc, on a quand même aussi voilà, des, des variétés assez grandes. Après, c'est pas évident de se dire en amont quelle est la coalition parfaite d'acteurs philanthropiques qu'il nous faudrait pour cette réponse. Je pense pas qu'on fasse ce travail-là. On travaille quand même surtout déjà avec des gens qui nous connaissent, avec qui on est en confiance déjà, effectivement, ou qu'on cherche justement, qu'on dit là, c'est tel acteur, et je pense que ça a été le cas un peu pour Thierry Fils aussi, de se dire en fait, au contraire, ça serait peut-être une façon de travailler ensemble pour une première fois, d'apporter aussi un regard qui est différent, donc un apport aussi par la différence. Donc c'est plus un travail à la fois sur notre réseau actuel, les gens qui nous soutiennent déjà, et peut-être sur des partenaires rencontrés. Après, sur la partie, est-ce que c'est des fondations créées par les entrepreneurs? C'est vrai que c'est une question qui peut se poser. Je sais plus là, j'ai pas forcément la réponse de dire est-ce que les fondations qui sont créées par les entrepreneurs, et c'est vrai que ça se développe en ce moment, hein, finalement, des fondations créées par des entrepreneurs, on va dire, qui sont forcément parfois plus sensibles, enfin plus facilement sensibles à des problématiques entrepreneuriales. C'est sûr que c'est une opportunité, ouais, effectivement. Alors, tu voulais compléter, j'avais vu que tu avais ouvert ton micro juste Et Non, mais je voulais dire, moi, je trouve que
Voilà, la fondation RTE, qui est une fondation d'entreprise, l'action sociale, la G2R mondiale, donc très particulier, émanation d'un groupe mutualiste, nous, un fonds de dotation d'un individu. En fait, je crois que ce qui nous rassemble, c'est vraiment l'objectif, l'intérêt du sujet et l'envie de faire du collectif et de travailler ensemble. Donc, voilà, moi, j'ai un plus faible échantillon qu'Éric, mais j'ai je- j'ai l'impression que c'est assez ouvert à tous et ça peut toucher tout le monde. Voilà. Ouais. Et donc c'est plus l'ambition commune qu'un type particulier d'acteur. Et Oui. c'est peut-être ça aussi la beauté de ces réponses collectives, c'est de mettre autour de la table des acteurs d'horizons extrêmement différents. Euh, tu avais une suggestion, Laure, sur la question de Bénédicte Dufour. Est-ce que les associations ont été accompagnées avec une méthode commune de diagnostic ou bien ont-elles été autonomes pour mener ces diagnostics comme elles le souhaitaient? Et c'est vrai que je crois qu'on a une ou deux associations. Alors, je ne sais pas si la technique nous permet de les faire parler. Sarah, tu crois que c'est possible? Euh, Oui, si on sait qui c'est. oui, oui. Donc, Faites-vous Laure, connaître. Laure, Alice, j'ai vu qu'Alice Daquet était en ouais. ligne de la Chartreuse de Neuville. Alors voilà, ça c'est pas cool pour Alice, Oui. mais on va le faire. Voilà, si Lila, tu peux permettre à Ouais, je Alice pense que vous m'entendez là. Oui, on Oui, t'entend bien, ouais, Alice. Bonjour. super, super. Tu as bien entendu la question, c'est bon? Non, est-ce que tu peux la Alors, répéter du coup? je te la répète. Est-ce que les associations ont été accompagnées avec une méthode commune de diagnostic ou bien ont-elles été autonomes pour mener ces diagnostics comme elles le Ok. souhaitaient? Alors, je suis pas tellement la bonne personne, mais je vais essayer d'y répondre parce que moi, l'année de diagnostic, j'étais pas encore à la Chartreuse de Neuville. Enfin, selon moi, dans toute la partie, et c'est ce qui est très intéressant pour moi dans une réponse collective, c'est que on est à mi-chemin entre les deux. Enfin, je pense pas dire de bêtises en disant qu'en fait, effectivement, on est autonome parce que nos territoires sont différents, les acteurs sont différents, la façon de leur parler sont différents, nos structures sont différentes. Mais pour autant, on partage nos problématiques. Grâce aux ateliers collectifs qu'on fait régulièrement, on échange ensemble des analyses qu'on a faites, des diagnostics qu'on mène. Donc, j'étais pas là dans la phase de diagnostic, mais en tout cas, tout le process de la réponse collective, ou en tout cas d'entreprendre la ruralité, me fait dire que on mêle vraiment les deux et c'est tout l'intérêt. Mais le lead, en tout cas, il est vraiment du côté des associations, c'est-à-dire que Ouais, quand eux, tout à fait. ils nous ont présenté leur candidature, il y avait une proposition de comment ils allaient mener leur diagnostic. Et après, ça a été enrichi avec des échanges, exactement comme le raconte Alice, des échanges entre pairs. Mais donc, on va dire, il y a quand même plutôt une balance, un équilibre côté associatif, côté local. Et pour moi, c'est ce qui se passe quand même tout le long enfin, du processus entreprendre la ruralité, c'est vraiment ça, quoi. C'est de pouvoir échanger. C'est aussi ce qui est intéressant pour nous, lauréats, c'est d'avoir des moments quand on a un peu le nez dans le guidon, qu'on est sur notre propre territoire et qu'on n'a pas forcément le recul nécessaire. Ben, on a aussi ces temps de prise de hauteur tous ensemble où du coup, on réfléchit un peu à qui a fait quoi, on partage nos retours d'expérience et ça nous fait tous évoluer, je pense. Oui, c'est super intéressant. Vraiment un mélange. Il y a un cadre, mais énormément de choses qui se passent et d'évolution au sein du cadre qui n'est pas si défini que ça. Donc, ouais. J'ai deux questions que je vais peut-être regrouper qui sont, je dirais, plus sur le déroulé et la manière de monter le programme. D'abord, la gestion. Est-ce qu'il y a eu beaucoup de candidatures pour les programmes et donc la gestion des flux de candidatures? Et aussi, est-ce que dans la mesure où c'était sur les territoires et pas à Paris, est-ce qu'il y avait un budget d'accompagnement des déplacements des lauréats et des partenaires? C'est une question très très simple, mais certainement extrêmement utile pour tous les associations et les partenaires philanthropiques qui sont sur ce webinaire. Je te laisse, Eric, sur ces deux points de construction du projet. Alors, c'est pas simple pour moi de répondre à la première sur la partie flux parce que je n'étais effectivement pas là au moment des Ben, candidatures. Laure peut-être se Donc, souvient. Oui, on a eu beaucoup de réponses. J'ai en mémoire au moins une centaine. Et là, je veux dire, c'est la puissance et l'organisation de la Fondation Entreprendre.
hyper professionnel, carré. Voilà, ça a Bon, été très. Voilà, en tout cas, ça a été très bien géré. Après, mais je peux moins bien répondre sur la question de la non-concurrence et peut-être je laisserai Eric en parler parce que je pense Ouais. que tu l'as vu sur d'autres points. Je voulais juste peut-être sur le point des territoires et des déplacements dans les territoires avec Entreprendre la ruralité. En fait, la plupart des réunions du collectif sont à Paris parce que pour la centralité de Paris, on a fait des déplacements terrain, enfin une learning expedition en bon français, pour aller, enfin notamment chez un des lauréats. Et c'est un débat, enfin je voulais juste moi partager cette question-là parce que c'est un sujet qu'on a avec notre programme collectif et on a le pilote est à Felletin dans la Creuse. Et donc, oui, et on a au moins 5-6, enfin, il y a 5-6 parties prenantes. Et donc, oui, on a un budget déplacement, enfin, un budget déplacement, défraiement pour que tout le monde puisse y aller. Et c'est pas tout prêt. Voilà, c'était pour donner un peu de témoignages sur la question des territoires. Et je laisse Eric répondre sur la question de l'objectif de non-concurrence entre les associations. Ça, c'est pas simple hein, comme question, parce qu'effectivement, si on fait un appel à projet qui a 100 candidats et qu'on en retient 4, forcément, ça ressemble fortement à de la mise en concurrence d'associations. Après, on essaye quand même sur le traitement en fait, sur la façon de traiter ces candidatures, d'avoir, nous, déjà des critères qui soient assez clairs, notamment sur la capacité de fédérer des acteurs sur le territoire de l'association, d'avoir, bien sûr, un savoir-faire reconnu dans l'accompagnement entrepreneurial, que ça soit aussi en fait, que ça soit aussi une vraie stratégie pour l'association de se développer là-dessus. Par exemple, voilà, qu'elle a vraiment besoin de progresser, par exemple, sur l'accompagnement des jeunes, en fait, à l'arrêt, en fait, parce que c'est une cible qui se renforce, qu'elle a du mal à toucher. Donc, on essaie d'être vigilant là-dessus, que ça soit pas quelque chose un peu de périphérique, parce que il y a peut-être tout d'un coup, voilà, il y a un financement, donc on peut lancer un truc. Voilà. Donc, ça aide aussi, du coup, que ça soit aussi dans une démarche de structuration, on va dire, et de développement de l'association. Et après, quand je parlais après, je vois pas aujourd'hui comment on peut éviter une forme de concurrence, on va dire, quand effectivement on a 100 candidatures et 4 lauréats, malheureusement. On aimerait bien pouvoir en prendre plus, mais à ce stade, on n'est pas en capacité de le faire. Après, ce qui est important, c'est que la concurrence, elle est aussi sur la façon de faire, on va dire, de faire en sorte que tout ce qui aura été appris, tout ce qui aura été construit en R&D par le collectif puisse aussi bénéficier à ces acteurs, même s'ils n'ont pas été retenus, en fait. Parce que ça sera diffusé de façon libre, accessible, etc., en fait. Et donc, ils pourront en bénéficier. Voilà. très bien. On va prendre une toute dernière question. Désolé, il y en a une à laquelle on ne répondra pas, Laurence. Désolé pour ça. Enfin, celle-là est très intéressante parce que c'est vraiment absolument à l'essence de tout ce que vous avez raconté de Nathalie Prieur. Est-ce que le rythme des entreprises mécènes est compatible avec le temps long de ces démarches? Comment les inciter à s'engager sur le long terme de l'approche systémique? Bon, Nathalie, là, c'est vraiment une question à Racine, c'est presque, c'est une thématique qui est vraiment au cœur de Racine. Mais je laisserai peut-être Eric te donner le mot de la fin sur cette question-là, Et, et puis après, on passera à la clôture et aux news. bah, bon, c'est sûr que c'est un point absolument essentiel, que tout le monde, du coup, tout le monde aujourd'hui n'est pas encore prêt à s'engager pour, tu le disais Laure, une année de diagnostic de territoire. On n'y a pas forcément encore d'impact au bout d'un an. Ça peut sembler extrêmement long et perturbant, en fait, pour un certain nombre de fondations. Donc, on a quand même toujours, nous, cette exigence à la fois de laisser la place à l'expérimentation, mais aussi grâce à quand même de la mesure d'impact et de la capitalisation, de montrer bien aussi qu'est-ce qui a été produit, qu'est-ce qu'on a fait, en fait. Montrer aussi très concrètement comment on avance, parce que si on n'est pas en capacité aussi de prouver ça, on ne va pas réussir à embarquer ces entreprises mécènes. Et je pense que au départ, il y a quand même, c'est en comprenant effectivement plus finement le problème grâce aux études d'opportunité, en fait, de montrer qu'aujourd'hui,
En fait, il y a des choses qui fonctionnent pas, qu'on ne sait pas traiter ces choses-là, qu'il n'y a pas de, il y a pas de réponse possible et que le fait qu'on partage cette ambition commune de répondre à une problématique de la revitalisation des territoires ou par exemple de aider les jeunes qui sont à l'arrêt ou demain d'aider à la réinsertion des personnes placées sous l'injustice. C'est en comprenant l'étendue du problème et la difficulté de la réponse que suite à ça prend du temps, mais en tout cas les gens comprennent en fait comprennent l'intérêt de notre démarche en tout cas. Voilà. Et puis plus on aura plus de réponses collectives et plus on aura de facilité à prouver l'intérêt. Et puis grâce à l'action de Racine aussi, ça nous aide quand même beaucoup également. Merci Eric. Et c'est vrai que cette question, elle est au cœur de beaucoup de nos discussions, de beaucoup de nos expérimentations. On avait eu un webinaire sur Actis où la Fondation de France et Entreprendre Plus participaient. Et c'est vrai que quand les associations nous ont dit laissez-nous tranquilles pendant 4 mois, on ne veut pas vous parler pendant 4 mois parce qu'on va faire des trucs et vous ne savez pas ce que c'est. Et on vous dira après, je peux vous dire que les 4 mois, ils ont été très très longs et ça venait bousculer beaucoup de nos pratiques et de nos habitudes. Mais je crois que c'est ça aussi le changement systémique. Voilà, ben, merci beaucoup et désolé de ne pas pouvoir prendre plus de questions. C'est super d'avoir autant de questions. Je te passe la main, Sarah. Tu voulais parler de quelques actualités Racine pour finir? Ouais, profitez que vous soyez encore nombreux et nombreux. Il nous reste 5 minutes avant la fin du webinaire. La grande actualité de Racine, alors bien sûr, on va continuer ces rendez-vous webinaires, donc stay tuned, il y en aura régulièrement sur différents sujets. On essaye de creuser des programmes, des expériences, des acteurs, des sujets en particulier dans ces temps relativement courts que sont les webinaires. Sur un autre versant, sur un axe plus approfondi, on a travaillé cette dernière année sur un parcours qu'on a appelé parcours transformatif et qui reprend cette idée du temps long, notamment, on en a un peu parlé là à la fin, et qui est un parcours qui est à destination des organisations philanthropiques, donc tout type d'organisation, hein, qu'elles soient familiales, institutionnelles, entreprises, fondation, fonds de dotation, fondation actionnaire, etc. L'idée, c'est de réunir entre 15 et 20 personnes. Il peut y avoir plusieurs personnes par organisation, donc plutôt, je dis 15-20 personnes, qu'on va embarquer dans un parcours de plusieurs mois, de 9 mois exactement, pour se transformer, on l'espère, et embrasser cette approche systémique dans la façon d'être et d'agir de l'organisation. Donc, ça veut dire tout et n'importe quoi. C'est pour cette raison que, en fait, chacun vient dans ce parcours avec une problématique qui lui est propre, une problématique organisationnelle, un défi, on va dire, organisationnel, qui va travailler tout au long du parcours. Donc, ce parcours, il est à mi-chemin entre un peu une expédition, puisque ça va être une expédition dans le temps, dans la compréhension de ce que c'est que l'approche systémique, dans différents systèmes en particulier, et un accompagnement collectif, parce qu'on a vraiment pensé en se disant qu'on ne pouvait pas juste faire une formation descendante où on va venir, on va dire ah, c'est ça l'approche systémique, ça ne fonctionne absolument pas. Donc, accompagnement collectif parce qu'il va y avoir des moments des moments de connaissance, des moments de témoignage, des moments de travail en collectif, des moments de co-développement, mais aussi des temps individuels guidés pour travailler sur le défi que chacun se pose en tant qu'organisation. Voilà. Les inscriptions sont très largement ouvertes. On a déjà plus de 15 participants. Donc, il nous reste quelques places et on clôture très bientôt, là dans les 15 prochains jours, cette première cohorte, puisque c'est une première, ce parcours, qui démarrera en visio donc, autour du 15 décembre et officiellement en présentiel début janvier. Donc, on vous a partagé dans le chat la présentation du parcours avec tous les détails, tout le calendrier est déjà posé, le tarif de ce parcours qui n'est pas gratuit, qui est, pour la petite note, à prix coûtant, c'est-à-dire que cette année, Racine, les partenaires autour de la table de Racine ont soutenu financièrement toute l'ingénierie de ce parcours qu'on met à la disposition du secteur, et le delivery de ce parcours est financé par les participations
de chaque participante et participant. Donc, je suis à votre disposition. C'est moi qui suis en charge de pouvoir répondre à toutes les questions, de voir s'il y a des intérêts, de creuser ensemble. Donc, si jamais il y a encore des représentantes et représentants de fondation avec nous et que vous avez envie qu'on en parle plus et que vous êtes intéressés, n'hésitez pas à me contacter. Je vais partager ou repartager, si vous ne l'avez pas, mon mail dans le chat et vous pouvez me contacter. Voilà, je pense qu'on peut s'arrêter ici, 10h14, on a respecté le timing. Merci à toutes et à tous. Laure, Eric, un grand merci pour votre présence. Merci Jean-Baptiste d'avoir été le MC de cette matinée. Merci à Alice d'être montée aussi sur la visio au bon moment. Et à très bientôt pour un prochain webinaire de Racine. Bonne journée à tous. Bonne journée. Au Bonne journée revoir. également.